On va d'abord parler du Tchad. Doha, les groupes politico-militaires demandent un report du dialogue. Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Chirome Hachi reconduit. Et puis au Mali, la France remet au Fama la base militaire de Gossi dans le nord. Togo, décentralisation des communes en difficulté de trésorerie. Nous allons poser les différentes questions à nos invités. D'abord, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Firmin, vous allez bien et votre centre, il va bien? Ouais, bonjour Michel Takwa, merci de m'avoir invité. Je vais bien, mon centre va bien. On est en pleine réflexion et en pleine activité. Nous avons également un journaliste, Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Vous allez bien, Germain? Oui, je vais bien, Michel, et bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Évidemment, nous avons un Jérôme aussi. Oui. Jérôme Sossou. Vous allez bien, directeur de publication de Triangle des Enjeux? Je vais bien. Dieu merci. Bonjour à tout le monde. On commence donc par le Tchad, le pré-dialogue entre le pouvoir de la transition et les mouvements politico-militaires se poursuit à Doha, au Qatar. Les partis planchent sur les projets d'accord les uns les autres, mais les groupes rebelles viennent de sortir de la torpeur pour dénoncer l'engagement du gouvernement de tenir le dialogue inclusif à partir du 10 mai. Et comme le titre l'indique, Germain Pouli, ces groupes rebelles demandent le report tout simplement du dialogue à venir à N'Djamena. Oui, ils demandent le dialogue pour plusieurs raisons. Vous savez que ce dialogue a été ouvert il y a environ un mois, donc en mars dernier. Au Qatar, il réunit une cinquantaine de groupes politico-militaires avec le Conseil national de transition dans le gouvernement de transition tchadien. C'est un pré-dialogue, comme on l'appelle, parce qu'il y a un dialogue national inclusif donc, qui est programmé pour démarrer dans la deuxième semaine du mois de mai, donc à N'Djamena, un dialogue interne qui doit être ouvert normalement à ces groupes-là qui ne sont pas, pour la plupart, qui ne sont pas au pays, donc qui sont dans des pays extérieurs, et donc il fallait le faire. Et voilà, et les discussions sont en cours, mais visiblement, je pense qu'il n'y a pas de grandes avancées, et alors que le gouvernement estime que le 10 mai, il doit ouvrir officiellement le dialogue national inclusif qui concerne les acteurs, les politiques et la société civile donc, qui sont sur le territoire, ce que les groupes politico-militaires donc, refusent et pensent que c'est plutôt la mauvaise foi de la part du gouvernement. Alors, est-ce que Jérôme, ce report demandé, est-ce que cela veut dire que le pré-dialogue de Doha n'est pas une réussite déjà, même si ce n'est pas la fin? Oui, mais ils ont dit que ce n'est pas une réussite, parce qu'ils parlent même d'une lenteur dans le dialogue. Et puis, il faut reconnaître que les groupes politico-militaires posent des préalables. Quand ils ont demandé la sécurité de leurs membres. Ils ont même dit qu'en réalité, le gouvernement manifeste une mauvaise foi parce qu'il ne veut pas que ces groupes politico-militaires qui sont pour la plupart à l'extérieur du pays viennent pour ce dialogue qui se veut inclusif. Ils sont même allés demander à ce que véritablement qu'il y a des, comment peut-on, les groupes là ne sont pas encore d'accord avec toutes les propositions faites par N'Djamena. N'Djamena qui en tout cas tient toujours à sa proposition. C'est à la proposition que rejette les groupes politico-militaires qui demandent la liberté ou la libération des membres et arrêtés et les biens saisis, qui demandent également la mise à plat des institutions qui pourraient quand même gérer la transition, et puis beaucoup de choses d'autres. Donc, pour ce faire, je dis tout simplement que
le pré-dialogue de Doha n'a pas été une réussite, mais dans tous les cas, ils sont encore en train de discuter entre eux pour voir ce que ça va donner. Heureusement que nous sommes aujourd'hui en avril et que le dialogue lui-même se tiendra en mai. Je crois que d'ici là, ils vont trouver de toute façon un consensus pour quand même aller à ce dialogue-là. Et les politico-militaires ont dit si véritablement N'Djamena est d'accord, ils vont laisser tomber les armes pour aller véritablement à ce dialogue. Mais si les conditions ne sont pas réunies, je ne vois pas. Ce serait très difficile pour eux quand même de participer à ce dialogue. Et donc, nous ne pourrons pas laisser tomber les armes. Et donc, moi, je souhaiterais, dans l'intérêt du Tchad, que les discussions continuent, ou le pré-dialogue continue à Doha, à Qatar, pour que véritablement ils se comprennent et ils tablent sur le juste milieu dans l'intérêt des Tchadiens. Ce pré-dialogue, Firmin Teko Agbo, et surtout le dialogue à venir le 10 mai, constitue un espoir pour le peuple tchadien. Qu'est-ce qui divise tant les différents partis? Non, vous avez dit quelque chose d'important. Ce dialogue, en réalité, ce pré-dialogue devrait constituer un certain espoir pour le peuple, parce que c'est un peuple qui a vécu avec les crépitements de balles pendant une trentaine d'années. Vous savez, ça fait déjà plus de 30 ans que les rebelles demandent un certain dialogue avec le pouvoir. Mais le président décédé, comment il s'appelle encore? Oui, Idriss Déby. Idriss Déby n'a jamais ouvert véritablement la voie à ce dialogue. Vous savez, l'intelligence, la bonne nouvelle, c'est que le fils a affiché une certaine intelligence. Mahamat, il a affiché une certaine intelligence et un certain esprit d'ouverture vis-à-vis de ces rebelles-là, parce qu'il ne voudrait plus continuer dans la dynamique de son père qui a passé toute sa vie à combattre et qui est mort même au combat. C'est comme l'histoire de David et de Salomon. David qui a eu à combattre toute sa vie, qui a eu à mener au moins 66 combats, alors que Salomon n'en a eu à mener aucun. Salomon n'a pas fait de combat de toute sa vie. Donc, le fils a compris le jeu de la modernité. Il n'a pas cet esprit de va-t-en-guerre, cet esprit de belligérant, comme son père, bien qu'il soit soldat, mais lui, il veut une certaine paix. Il a compris que le problème là pourrait être réglé si on instaurait un certain dialogue. N'oubliez pas que le Togo... Est-ce qu'il n'était pas aussi contraint? Non, il n'était pas aussi contraint. Il pouvait laisser continuer la situation, mais sauf que la situation allait continuer par appauvrir. Et n'oubliez pas que le Togo aussi était passé par là. Le Togo, c'est un maître en matière de dialogue. Le fait que le Togo l'ait assisté toujours avec le fait que le chef de l'État ait assisté aux obsèques du père. Il était assis à la droite d'Emmanuel Macron. Après, Robert Doucet, le ministre des Affaires étrangères du Togo, s'y était aussi rendu. Peut-être c'est là où on aurait proposé à ce jeune président d'ouvrir le dialogue pour pouvoir rassembler et pouvoir pacifier. Parce que, entre parenthèses, il faut reconnaître que le Togo maintient toujours un certain climat de paix dans le pays. C'est parce que le Togo multiplie régulièrement ces dialogues. Et ces dialogues essaient de calmer un certain nombre de tensions que le pays connaît. Donc, et vous allez voir même la position de Faure Gnassingbé avec Ouattara l'autre fois. Le président Ouattara, quand il proposait de parler du Mali. Voilà, quand il s'agissait de parler du Mali, quand il proposait de discuter avec les poutistes. Donc, le fils Mahamat a appris cette dynamique chez les Togolais et il voudrait l'imprimer. Mais encore qu'il faille, qu'il l'imprime d'une manière beaucoup plus rassembleuse, si cela pourrait être possible, qu'il ne soit pas pressé et qu'il écoute ceux avec qui il veut. Vous pensez que c'est ce qui lui manque? C'est ce qui lui manque. Pour le moment. Pour le moment, c'est ce qui lui manque. J'ai l'impression qu'il veut aller un peu plus vite, très vite à ce dialogue et il veut brûler les étapes. Ce que n'arrange pas fortement et forcément les rebelles. Les rebelles posent un certain nombre de conditions dont Jérôme Soussou a fait mention
tout à l'heure. Donc, il va falloir qu'il soit à l'écoute de tout le monde et qu'il ne soit pas pressé. Parce que ceux-là qui gèrent la situation sécuritaire, ce sont les rebelles. Soit les rebelles ne vont pas lui permettre de dormir, il y aura toujours des armes qui vont crépiter, ils vont toujours déranger N'Djamena, ils vont toujours tuer les Tchadiens. Et là, bien sûr, les rebelles aussi vont être tués, mais chaque fois, il y aura des problèmes sécuritaires à régler. Donc, la meilleure des choses aujourd'hui, c'est que le jeune Mahaman écoute ce que ses adversaires ou ses rebelles-là disent et essaie de satisfaire d'une manière ou d'une autre un certain nombre de leurs revendications. Alors, la mauvaise volonté, selon vous, Germain Pouli, se trouve à quel niveau? Au niveau du gouvernement ou au niveau des groupes politico-militaires? Non, moi je ne pense pas qu'il y a une mauvaise volonté. Il n'y a pas de mauvaise volonté, vous savez. Ils ne sont pas des saints, hein, tous ceux qui sont à ce dialogue-là. On parle des rebelles, on parle des gens comme le leader du FACT, celui-là qu'on dit qu'il a tué, le président Idriss Déby. Donc, vous savez, c'est encore le régime Déby qui est là. Et on ne saurait facilement discuter avec ceux-là qu'on considère comme des criminels, qu'on considère comme ayant tué un président qui venait d'être élu. Vous savez que ce dialogue d'ailleurs n'a pas été facile. Au départ, le gouvernement voulait le faire uniquement avec l'opposition et la société civile qui sont à l'intérieur. C'est après des négociations, il y a eu même un comité qui a dû faire plusieurs voyages et rencontrer, donc que l'idée est venue finalement d'aller à une paix plus large en incluant donc dans ce dialogue-là tous ceux qui sont restés à l'extérieur, qui sont des militaires mais qui sont en même temps des politiciens, qui tentent aussi de renverser le pouvoir et prendre le pouvoir par les armes. Donc il faut les associer. Et là aujourd'hui, vous savez, il y a des revendications. Le leader du FACT, par exemple, qui veut rentrer à N'Djamena. Est-ce que ça pourra se faire aussi facilement? Même s'il rentrait, est-ce que le gouvernement pourra assurer sa sécurité, sachant bien que certains dans son propre clan seront tentés de se venger. Donc vous savez que c'est assez compliqué. Les gens veulent revenir, les gens veulent une amnistie, les gens veulent être intégrés dans l'armée, tout ce que ça prend du temps. Et je crois que soit on laisse le temps au gouvernement d'organiser le pré-dialogue là, avec tout le temps que ça prendra. Ça peut prendre plus d'un an. On a vu un peu les négociations de paix, c'est pas une affaire d'un jour. Alors que c'est un gouvernement de transition qui est censé doter le pays de nouvelles institutions, de nouvelles lois et d'organiser les élections pour qu'un civil ou quelqu'un en tout cas qui est élu vienne au pouvoir. Et ce gouvernement avait 18 mois pour le faire. Aujourd'hui, c'est déjà cuit, ça veut dire que c'est pas possible. Le dialogue aujourd'hui n'est pas encore lancé. Côté militaire, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, et je pense que ça va prendre plus d'un an pour régler tous ces détails-là. Donc, soit on accepte que ce gouvernement restera de transition pendant le nombre d'années qu'il faut pour régler le pré-dialogue et après venir au dialogue national, où le gouvernement se dit, bon, comme le pré-dialogue traîne, et comme nous avons déjà entamé la démarche pour ouvrir le dialogue national en mai, on va au dialogue national avec ceux qui sont sur le territoire et on poursuit avec les négociations. Donc je ne pense pas qu'il y a la mauvaise foi quelque part. Aujourd'hui, c'est des pressions que les uns essaient de mettre sur les autres. Le gouvernement espère en disant, nous, en mai, on va ouvrir ce dialogue, forcer les rebelles à vite accepter ces conditions. Au même moment, les rebelles aussi se disent, si nous traînons, il sera obligé de reporter ce dialogue-là parce qu'il a besoin de nous à ce dialogue. Donc c'est un peu de la pression, mais on espère que les médiateurs qui accompagnent ce conseil de la transition pourront à la fois travailler sur les rebelles et sur ce gouvernement et peut-être repousser un peu le dialogue national si on est certain que dans quelques mois, le pré-dialogue de Doha pourra aboutir. Et puis, vous savez, les temps ne s'y prêtent pratiquement pas parce que c'est le temps de carême pour les musulmans. Et ces gens-là, parfois, sont très exigeants par rapport à ces périodes. Ils n'ont vraiment pas envie
de faire grand-chose pendant cette période-là. Peut-être qu'il faut laisser passer et reprendre le temps. Mais je pense que la médiation fera l'essentiel parce qu'il y a une véritable volonté de part et d'autre de laisser le passé derrière. Les rebelles aujourd'hui ne sont pas aussi en position de force pour dire qu'ils sont capables de revenir et renverser la situation. Le pouvoir actuel aussi a besoin de quiétude pour s'occuper des questions plus prioritaires qui concernent le quotidien des Tchadiens qui souffrent énormément aujourd'hui avec toute cette crise internationale. Ça passe aussi par le Tchad, il faut régler ces solutions-là. Et donc, je crois que le gouvernement a intérêt à ce qu'il y ait cette accalmie, mais des deux côtés, je ne crois pas qu'il y a de la mauvaise foi de part et d'autre. C'est qu'il y a des pressions, on est en politique et c'est normal, il y a des pressions qui se font. Et après, je crois que véritablement le dialogue du 10 mai aura du mal à passer. Si on n'arrive pas à s'entendre au niveau de Doha. Parce que ça serait dommage finalement de faire ce dialogue-là sans les groupes politico-militaires, alors que l'objectif vraiment c'était de les associer pour arriver à une paix beaucoup plus pérenne dans le pays. On marque la petite pause et on revient avec vous, chers invités.